Alors, bonjour à toutes et tous, notamment aux collègues, aux spectateurs et spectatrices qui nous rejoignent sur Facebook. Quelques petites informations techniques avant de commencer. Sur Facebook, il est possible du coup de commenter les interventions des Facebook Live, donc la prochaine intervention de Sarah sur l'écologie à l'école. Et du coup, tout simplement, en commentant la vidéo, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Nous avons des petites mains, des copains et des copines, et nous les remercions, qui collectent les questions, qui sont après centralisées. Et dans une deuxième partie, ce sera Franck qui les posera à Sarah. Donc, c'est la façon de procéder sur Facebook. Pour les spectateurs et spectatrices qui nous rejoignent, qui sont en train de nous rejoindre, enfin, qui nous ont déjà rejoints et qui nous rejoignent encore sur le webinaire, sur Zoom, possibilité du coup de poser vos questions dans la partie questions et réponses. Les questions et réponses, voilà, tout comme sur Facebook, sont récupérées et elles sont sélectionnées. Donc, n'hésitez pas à anticiper, à les poser petit à petit. Nous, ça nous permet également d'anticiper et de préparer. Souvent, les collègues les envoient un petit peu au dernier moment. On va dire que les questions arrivant au fur et à mesure, c'est plus facile, nous, de les préparer et elles ont quand même plus de chances d'être posées pour être totalement transparent aux différents intervenants. Voilà, donc je te laisse la parole, Franck, pour la présentation de cette intervention. Merci Julien pour ces rappels. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Sarah Vauquier. Au nom du SNIPP, je tiens d'abord à vous remercier chaleureusement d'avoir accepté notre invitation à ces universités virtuelles autour des vrais enjeux de l'école. Alors, merci, Sarah, bonjour à toutes. Ouais. Donc, vous êtes donc enseignante du premier degré, pédagogue par la nature, psychologue et mère de famille. Vous êtes active dans le milieu de la pédagogie par la nature depuis 1998, avec des sorties avec les enfants, mais aussi des formations pour les adultes et des programmes de recherche étudiant les effets de la nature pour les enfants. Vous êtes impliquée d'ailleurs dans la recherche-action Grandir avec la nature de École et Nature France et du comité de pilotage du réseau helvétique enseigner-dehors.ch. Vous avez publié en 2020 un argumentaire « 5 bonnes raisons pour enseigner dehors ». En 2019, vous aviez co-signé l'école à ciel ouvert, 200 activités de plein air pour enseigner le français, les mathématiques, les arts, etc. Et c'est un ouvrage qui fait suite à votre livre pionnier publié en 2014 sous le titre « Les enfants des bois, pourquoi et comment sortir en nature avec de jeunes enfants ». Votre exposé sera donc consacré à un mouvement issu du terrain et qui prend de l'ampleur en France, alors qu'il est déjà très installé, voire institutionnalisé dans de nombreux pays d'Europe, c'est l'école en plein air. Un parti pris pédagogique qui a une résonance particulière en cette période de crise sanitaire, évidemment. Faire classe dehors, aussi bien à la campagne que dans les quartiers urbains défavorisés, comme une réponse à la déconnexion croissante entre les enfants et la nature, au bénéfice de la santé des élèves, mais également de la qualité de leurs apprentissages. Nous vous écoutons donc sans plus attendre. Merci beaucoup pour la présentation, Franck. Donc, sur moi, je crois que je ne vais pas dire grand chose de plus. Aujourd'hui, je vais surtout vous poser des questions et puis vous faire réfléchir. Ma première question, c'est « Savez-vous encore planter des choux ?» Qui sait encore planter des choux pour qu'ils poussent bien? Qu'est-ce qu'il faut à ces deux petits bouts de choux que vous voyez sur ma présentation pour bien grandir, pour s'épanouir? Si je prends quelques mots de la déclaration pour les droits de l'enfant, l'éducation, elle devrait, par exemple, favoriser l'épanouissement, aider aux enfants de développer des dons et des aptitudes et les préparer à une vie d'adulte active dans une société libre. Et puis, encourager le respect. Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous? Ben nous, on les plante hors sol, très souvent. On les enferme dans des salles de classe. Chez nous, on parle de la première génération hors sol qui a vu le jour, il y a quelques dizaines d'années déjà, des enfants qui n'ont peu de lien avec l'extérieur, avec la nature. Selon une enquête de veille sanitaire, 4 enfants sur 10 ne jouent jamais ou presque jamais dehors.
Par contre, on constate qu'il y a un enfant sur 5 qui est en surpoids, plus de 4 jeunes sur 10 sont myopes, et puis dans les 40 dernières années, ils ont perdu à peu près un quart de leur capacité cardiovasculaire. Et surtout ça, nous est tombé le confinement cette année. Les enfants étaient privés d'école, privés aussi d'accès aux espaces verts dans beaucoup d'endroits. Et puis, regardez sur les fenêtres, le petit bout de chou à gauche, il avait un jardin. Son regard par la fenêtre, c'était ce que vous voyez à gauche. Il a eu accès aux espaces nature. Celui qui habitait dans l'immeuble à droite avait très, très peu d'accès à la nature. Ce confinement-là a créé une inégalité en matière de reconnexion à la nature des enfants. Et une enseignante m'a dit dernièrement, mais ce qui devient urgent maintenant, c'est de rattraper le manque d'heures de dehors et puis aussi le manque de lien social pendant les heures de l'école. On peut se poser la question aussi, comment argumenter pour pouvoir enseigner dedans dans cette situation. Je vous fais passer un cartoon d'une Québécoise qui a dessiné le tsunami du Covid. Tout à la gauche, vous voyez une petite ville. On peut s'imaginer une école, une enseignante, un enseignant qui dit, mais assurez-vous que vous lavez bien vos mains et tout va rentrer dans l'ordre. Après, il y a des vagues qui nous guettent, qui sont derrière, qui ne sont pas que la crise sanitaire, mais aussi une crise écologique et une crise économique. Et on voit aussi que la crise actuelle sanitaire qu'on vit, et il y a un lien avec la dégradation des écosystèmes, il y a un lien avec ces deux grandes vagues que vous voyez à droite. Et ça nous renforce en fait la nécessité de repenser notre rapport au monde vivant. Ce printemps et cet été, j'ai enseigné sur Radio France Internationale et puis là, un enfant m'a écrit, il m'a dit, à l'école, à la place d'apprendre le passé simple, il faut plutôt apprendre le futur compliqué. Donc, comment faire ça? Comment résister au mieux à ce tsunami? Comment au moins essayer d'aplatir ces dernières grandes vagues? L'école du dehors est une piste possible parce qu'on sait, pas que de l'intuition, aujourd'hui aussi des recherches, que les expériences directes vécues dans le milieu de vie créent les bases de mode de vie durable plus tard quand les enfants sont adultes. Est-ce qu'on veut rester en tant qu'enseignant juste à se dire, OK, il faut se laver les mains, ou est-ce qu'on réfléchit vraiment autrement notre rapport au monde et au vivant? Je vais vous faire passer d'abord une méta-analyse sur beaucoup d'études qui étaient faites sur le lien entre être dehors en nature et puis l'impact sur les apprentissages, le milieu d'apprentissage, c'est d'une équipe des chercheuses américaines, Ming Kuo, Michael Barnes et Catherine Jordan. Et Sylviva, le centre de compétences suisse pour apprendre avec la nature, a fait le résumé de cette étude dans un poster que vous trouvez sur leur site internet. Je vous ai indiqué le lien là dans la présentation. Et juste pour parcourir vite, ces chercheurs, ils n'ont pas que étudié l'école du dehors, hein, ils ont étudié beaucoup de différentes sorties nature, des camps, des sorties en famille, mais aussi des animations à la ferme. Et ils sont tombés dessus que les apprenants, quand ils sont dehors, ils sont plus concentrés, moins stressés, ils sont plus engagés et plus actifs, et ils font preuve d'une meilleure autodiscipline. Le contexte dans lequel ils apprennent est plus calme, socialement plus sûr, plus chaleureux, coopératif et permet l'autonomie. Et après, il y a des impacts sur les apprentissages, notamment une meilleure réussite scolaire pour les enfants qui peuvent apprendre dehors, meilleure mémoire, aussi meilleurs résultats, compétences notamment en mathématiques, en lecture, en écriture, meilleures notes à la fin d'études. Il y a des impacts aussi sur le développement personnel, meilleure communication, davantage de résilience, la pensée critique, la résolution des problèmes qui est améliorée, et sur l'empathie, donc le lien avec la nature, le lien avec le vivant en général,
les valeurs qui sont développées, le comportement envers les autres et l'environnement qui est développé. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que d'abord, je vais vous parler de quelques bonnes raisons pour favoriser un enseignement à l'extérieur. Et puis, dans une deuxième partie, je vais vous présenter un projet de cette recherche-action Grandir avec la nature qu'on mène ensemble en Franche-Comté pour vous parler plutôt des obstacles et des difficultés en lien avec l'éducation dehors. Vous avez en France un site qui a été créé par le ministère de l'Éducation sur Archiclass, Enseigner dehors, ce lien qui est tout en bas du document. Donc là-dessus, vous trouvez beaucoup de des outils, des ressources, mais aussi ces 5 raisons pour enseigner dehors, des recherches en lien avec l'école du dehors. Pour les bonnes raisons, pourquoi enseigner dehors? Je vais procéder en 3 trames. Il y a des arguments de santé. Santé, ce n'est pas que la santé physique, c'est aussi la santé psychique et la santé sociale. Et là, je vais vous parler un peu de l'estime de soi, la gestion du stress, qu'est-ce que ça apporte pendant cette période, surtout d'aller dehors. La deuxième trame, c'est les compétences clés du XXIe siècle, avec une petite partie aussi sur la réussite scolaire. Et la troisième, ça serait la reconnexion à l'environnement proche et réel. Et pour ça, j'ai une petite aide vers moi. Ça, c'est mon arbre qui est derrière, qui va m'aider dans cette présentation. Je commence par un argument, mais voilà, enseigner dehors, ça peut être bénéfique pour la santé. Et pour ça, je vous ai apporté ceci, un peu de boue. Ça me fait penser à un neuropédiatre avec lequel je collabore parfois, qui dit « Manger 1 kilo de boue par année est bon pour la santé. Ça renforce le système immunitaire. » Si on se pose la question, surtout pendant cette période où les enfants, ils étaient encore plus assis, encore plus enfermés à l'intérieur, le travail du corps, des sens à l'extérieur, devient quelque chose d'essentiel pour se maintenir en bonne santé. Donc, comment on pourrait faire ça dans l'école? Ben, tout simplement, si vous allez dehors, si vous touchez à la terre, aux éléments qui propose la nature, ça peut renforcer autant le système immunitaire que développer la motricité, les capacités cardiovasculaires qu'on a aussi. Les enfants, ils ne sont pas que davantage en mouvement, ils sont aussi davantage actifs. Et puis, on a vu que souvent, ils ont quand même un meilleur sommeil et ils ont, quand ça se répète, un poids corporel plus équilibré. Après cette période aussi, avec une hausse significative de la violence à la maison, autant conjugale et parentale, de stress pour beaucoup de parents, mais aussi pour beaucoup d'enfants, de désorientation et de diminution de l'estime pour soi pour l'enfant. Une autre chose devient évidente à l'école aussi, travailler sur la confiance en soi et puis la gestion du stress. Puis là aussi, la question se pose, mais comment vous pouvez faire ça à l'école? À l'école du dehors, j'ai une très belle phrase d'un garçon d'une classe que j'ai observée qui a dit « En forêt, j'ai essayé de grimper, j'ai arrivé, ça me donne des forces. » C'est-à-dire, si ce petit bonhomme, il fait l'expérience de pouvoir grimper à cet arbre toute seule, pouvoir arriver au bout, de pouvoir résoudre quelque chose qui est difficile, ça lui redonne de l'estime en soi. Puis là, on est dans des compétences qui sont quand même essentielles à la vie, comme de pouvoir s'adapter aussi pour grimper, de faire prendre conscience de ses capacités et de ses limites corporelles. Et ça travaille souvent aussi la résistance psychique. On essaye, on grimpe, mais on n'arrive pas vraiment. On doit trouver des solutions, différents chemins, jusqu'à ce que ce petit bonhomme, il arrive enfin à se poser en endroit de l'arbre où il voulait aller. Qu'est-ce que je vous ai pris d'autre? Un élément très classique dehors, le bâton.
On pourrait argumenter avec enseigner dehors cultive les compétences clés du XXIe siècle. Comment les élèves d'aujourd'hui ils peuvent prendre leur place et puis sur un marché de travail qui est toujours changeant? Est-ce que c'est les compétences en mathématiques et en langue qui comptent pour ça? Les gens provenant de l'économie, des ressources humaines, disent plutôt que ça serait les 4 C. Les 4 C, c'est la communication, la collaboration, la créativité et l'esprit critique. Parce que pour résoudre des problèmes, il faut développer une pensée latérale, non conformiste, travailler en équipe, être inventif et partager des solutions et aussi tirer bénéfice de ses propres erreurs. Si je prends ce bâton, dehors, une équipe d'enfants se demande, mais qu'est-ce que c'est ce bâton? À quoi il pourrait servir? Est-ce que c'est un radeau? Est-ce que ça va être un piquet pour un stand de marché? Est-ce que c'est une canne? Est-ce que c'est une sucette de glace? Ou est-ce que c'est un bâton pour construire un mètre cube dehors? Comment on peut l'utiliser? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc là, déjà, vous êtes dans la communication et dans la collaboration, dans la créativité aussi. Ou peut-être qu'il est trop lourd, donc il faudrait 2 pour le porter. Comment peut-on construire un mètre cube avec ce bâton? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça tienne? Comment on peut faire ça ensemble? Et peut-être, là, sous l'écorce, tout à coup, je vois, il y a des petites bêtes. Mais est-ce que j'utilise ce bâton? Est-ce que je vais les déranger quand je le plante dans la terre? Donc, plein de questions qu'on peut se poser, aussi de l'esprit critique, de résolution de problèmes. Et j'aimerais terminer avec cette histoire de bâton, avec une citation d'une collègue qui a dit, en fait, si on développe le sens d'observation et d'écoute aussi, la pensée critique chez l'enfant, ils deviennent beaucoup plus résistants à la manipulation. D'autres compétences qui sont favorisées dehors, c'est souvent la relation entre les enfants, mais aussi entre l'enseignant et l'enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est mis en avant. Alors, si on a des élèves qui ne brillent pas en mathématiques, qui ne brillent pas en français, eux, ils ont peut-être d'autres compétences. C'est peut-être eux qui arrivent à grimper mieux dans cet arbre. C'est peut-être eux qui sont créatifs, qui peuvent trouver des solutions à des problèmes. Ce que les enseignants ont remarqué, c'est que dehors, l'école se veut beaucoup plus inclusive qu'à l'intérieur. Myriam, une enseignante qui travaille depuis 36 ans, a dit « Pour moi, ça fut une redécouverte de mon métier. En enseignant dehors, je me sens plus en adéquation avec ce que je suis. » Et ces sorties permettent de faire davantage de liens avec ce que l'on apprend dans un local en classe. Donc dehors, l'expérience, dedans, on peut réfléchir, on peut tisser des liens aussi avec ce qu'on fait dans les cahiers et dans les fiches. Un enfant qui sort, de nouveau une citation, a dit « On voit ici dehors, on peut apprendre des choses qu'on pourrait apprendre plus tard à nos enfants quand on sera adulte. » Donc ici, j'apprends des choses utiles. Et pourquoi il y a ce lien avec les recherches que les enfants ils réussissent mieux dans les matières comme les langues, les mathématiques et des sciences quand ils sont dehors? Il y a une question de high touch, je dirais, faire l'expérience directe par les sens, un apprentissage global et actif en situation authentique et intéressante. Donc, les élèves sont souvent plus motivés à apprendre, ils s'engagent plus, ça peut avoir des bénéfices en salle de classe aussi. Et si on arrive à faire ce lien avec ce qu'on a vécu dehors en situation authentique, et puis après, la réflexion, l'abstraction, la compréhension de concepts, l'apprentissage fait beaucoup de sens. Là, je vous ai apporté autre chose. En Suisse, on appelle ça une pive, vous dites un cône. Avec ce cône, déjà, un élément qu'on trouve souvent chez nous, là où j'habite, on peut faire plein de choses en lien avec les différentes matières. Alors déjà, lui, il a l'air entier. Et il y en a d'autres qui ont l'air un peu rongés. Et c'est apparemment pas le même animal qui a rongé ici que celui qui a rongé là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire en langue? On pourrait toucher les différentes traces de mangeaille et les décrire en utilisant des adjectifs. On pourrait aussi écrire
pive en mettant des pives par terre ou écrire avec une pive dans la terre. On pourrait inventer une histoire. Pourquoi cette pive, elle est arrivée ici, où elle était avant, où elle va aller. Mathématiques, hein? Un grand tas de pives. Estimation, combien il y en a? Après, les organiser en petits tas de 10 pour qu'on voit tout de suite combien il y en a. Ou bien, circonférence d'un arbre, je prends des pives, je les mets autour, vu que je n'ai pas de ficelle dehors, je dois faire avec les éléments naturels. Et puis après, il y a un double mètre là-bas, donc je peux prendre toutes mes pives, les mettre à côté du double mètre et je vois en fait la longueur de cette circonférence de l'arbre. Si vous regardez bien, vous trouvez aussi des suites de Fibonacci dans les spirales autour de la pive. On peut lire la météo qu'il va faire. On peut se demander mais comment les pives sont utilisées aussi dans différents peuples à travers de différentes générations. Et si on va plus dans les arts, hein, on pourrait se faire un parcours pieds nus hein, pour marcher dessus, sur ces pives. On peut accompagner des chansons si on frotte une à côté de l'autre, corps et mouvement. Hein. On pourrait se lancer des pives, lancer sur une cible. Donc, un matériel plein d'utilisation dans toutes les matières. J'arrive au dernier point dont je voulais vous parler avant de vous montrer encore quelques slides. C'est la reconnexion à l'environnement proche et réel qui est surtout nécessaire après une période de confinement de, je dirais, high-tech où l'enseignement se faisait par Internet. Les élèves, ils ont surtout besoin de high-touch. Maintenant, les reconnecter déjà les uns avec les autres, mais aussi avec le monde qui les entoure, les aide à s'ancrer dans le réel et aussi à vivre et à se responsabiliser dans une communauté en fait. Après, surtout si vous êtes en nature, dehors, la nature, elle nous aide à développer des valeurs. Hein. Qu'est-ce qui est important? Comment on se comporte envers l'autre? Quelle est ma perspective? Quelle est aussi ma place dans ce monde? Quel est le sens de la vie? Donc, en résumé, retrouver confiance en soi et en autrui, se reconnecter aux autres et à l'environnement proche, ça, c'est vraiment une base nécessaire pour les apprentissages. Emmanuelle, une enseignante dans un réseau d'éducation prioritaire, a témoigné. Elle a dit « Je suis persuadée des bienfaits d'un contact de toutes et de tous, et des enfants en particulier, avec le vivant dans sa diversité, pour s'épanouir, pour comprendre les liens que l'ensemble du vivant tisse, pour que la vie sur Terre redevienne désirable, pour que chacune et chacun peut contribuer à un réenchantement du monde. » Là, au Japon, il y avait une pub qui a montré ça un peu autrement. Celle-ci. Mais maintenant, on pourrait se dire, ben voilà, ça c'est rigolo hein, dans les cultures plutôt nordiques, scandinaves, comme en Norvège où on a le friluftsliv, alors vraiment une culture du dehors qui est ancrée, qui est vue très très positive. Hein. On peut se dire c'est facile. Hein. In Europe, teaching outside is in. Mais dans un pays comme la France, où il ne faut pas toucher parce que c'est sale, il ne faut pas mettre de la terre sur ses habits parce que sinon maman et papa n'est pas contents. Est-ce que c'est aussi le cas? Eh oui, c'est le cas. Donc j'aimerais bien vous parler d'un projet de la recherche-action Grandir avec la nature. La première année du projet, on a évalué 3 classes qui enseignent régulièrement dehors dans le public. Donc, ce projet est fédéré un peu du réseau École et Nature, soutenu par le GREN, Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi la Fédération des comités de parents et le PARDI de Besançon. Qu'est-ce qui nous a intéressés? C'était les difficultés et les leviers pour pratiquer l'enseignement dehors dans l'école publique en France. Et puis, bien sûr, aussi beaucoup de choses, qu'est-ce que ça apporte aux enfants, mais aussi aux enseignants, et puis à la relation parents-école. Je ne vais pas vous parler maintenant de tous ces bienfaits, mais plutôt des difficultés. Au niveau méthodologique, c'était vraiment multiméthodologique. On a fait des observations, on a fait des questionnaires pour enseignants, pour enfants, des interviews avec les enfants, les enseignants, et puis participer aussi, on a analysé des leçons, des plannings qu'ils ont fait.
Donc, les inquiétudes des parents, hein, que les enfants tombent malades, se font mal, la difficulté de trouver un coin proche de l'école où on peut aller dehors, le changement de posture, trouver des gens qui peuvent accompagner les enseignants et les coacher, le manque d'échange et de formation et aussi le manque de soutien de la hiérarchie, en plus que tous les tout petits plaisirs de la nature comme les orages, la pluie, le vent, le froid qui peuvent se montrer. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution pour les parents? Déjà, collaborer avec les parents, les considérer comme partenaires du projet, prendre en considération aussi leurs craintes, les inviter de participer aux sorties nature pour qu'eux, ils voient comment ça se passe. Et puis, bien sûr, aussi partager, célébrer les apprentissages faits et les résultats de ces sorties nature pour que les enfants, les parents, ils sont un peu au courant. Trouver le bon coin nature, c'était important de se prendre le choix, j'ai le temps pour vraiment choisir le bon, accessible à pied de l'école, stimulation et motivation pour les enfants et un lieu qui n'est pas sans grand danger. Beaucoup de projets font aussi plutôt des aménagements des cours d'école actuellement. Au niveau de l'aménagement dans la nature, il ne faudra pas grand-chose, hein. Juste un lieu de rassemblement où on a une bonne vue d'ensemble, normalement ça suffit. La posture, ça pose beaucoup de questions parce qu'on est un peu moins enseignant quand on est dehors. On se met plutôt dans la posture de l'observatrice, de l'accompagnatrice, donc intervenir moins qu'en salle, parler moins, être garant du respect des règles de vie, bien sûr, et apprendre à baser l'enseignement sur ce qu'on voit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la nature? Qu'est-ce qu'on observe chez les enfants? Qu'est-ce qui les motive? Et ça demande aux enseignants aussi un certain lâcher-prise sur la transmission des savoirs en faveur du savoir-être et du savoir-vivre, donc des compétences individuelles et sociales. Important de créer aussi une bonne ambiance, confiance, de liberté, de détente. Et puis, il faudra aussi consacrer beaucoup de temps à l'apprentissage autodirigé. Être soi-même modèle, je crois, ça va de soi. Une clé était d'instaurer des rituels qui rythment la sortie, donc faire le déroulement toujours un peu pareil pour que les enfants ils se sentent aussi en sécurité dans le déroulement. Se fixer peu d'objectifs et de contenu, mais plutôt être à l'écoute de ce qui se passe. Et très important, proposer des temps d'échange aussi sur les émotions, le vécu, les apprentissages et faire le lien avec ce qui se passe en salle de classe. Alors, les CM1, CM2, par exemple, ils ont écrit après chaque sortie dans un cahier d'écrivain où ce qu'ils ont vécu dehors, ça c'était intégré dans les différents domaines travaillés en salle de classe. Le problème était aussi d'autres adultes n'ont pas adopté la même posture. Une piste, les informer au début sur les objectifs du projet, faire un petit document, quelle est l'attitude des adultes, et quand on est dehors, nous parler individuellement avec eux, avec les quelques règles, on se met en retrait, on observe, on essaye de parler très peu. Dans une classe, les parents ont aussi rempli une grille d'observation en fait par rapport à différents domaines de développement de l'enfant. Planifier à deux les sorties ou avoir au moins un coach, une animatrice nature qui pourrait accompagner, ça c'était vraiment une grande aide. Ça se demande la question qui peut financer cette personne. Et puis la demande, en fait, d'avoir la possibilité d'échanger juste avec d'autres enseignants, d'autres écoles qui pratiquent, d'avoir des formations continues, autant pour les enseignants que pour les autres adultes, les ATSEM, les parents qui accompagnent, afin de pouvoir travailler sur une posture d'adulte similaire. Donc, un grand besoin d'échange et de formation, et puis le souhait aussi que les autorités suivent ces projets, montrent de l'intérêt, et puis saisissent surtout les innovations que ces projets du dehors présentent. Pour aller plus loin, j'arrive là à la fin, je vous ai mis quelques sites Internet et quelques ressources. Le livre Trésor du dehors, qui est en téléchargement libre d'une équipe d'enseignants belges. Un livre où j'ai coécrit avec d'autres, l'école à ciel ouvert, que vous trouvez sur le site enseigneurdehors.ch.
et un guide du Canada que vous pouvez utiliser qui est très court, un petit guide d'introduction pour faire classe dehors. Dans tous les pays francophones, il y a maintenant aussi des réseaux enseignés dehors ou tous dehors. En France, ça s'appelle tous dehors FR. Et puis, je vous invite au lancement du réseau enseigné dehors suisse qui a lieu le 30 janvier en ligne. On peut s'inscrire sur le site de Sylviva pour participer à cette journée de lancement où le réseau de France et de Belgique seront aussi présentés. Tout ça, ce projet de recherche-action enseigné dehors dans le Doubs, on a tourné un film qui s'appelle Éduquer et enseigner dehors que vous pouvez trouver en ligne sur YouTube. Je vais m'arrêter ici avec mon écran et je vous donne juste une petite citation de Cicéron pour terminer. Si nous prenons la nature comme guide, nous ne nous égarerons plus. Maintenant, je suis ouverte pour vos questions. Bien, merci beaucoup, Sarah, pour cet exposé rafraîchissant, nous dit une internaute. Voilà, en tout cas, ancré dans le métier, avec beaucoup de ressources que vous avez signalées à nos collègues, voilà, pour sûrement entrevoir des démarches pédagogiques nouvelles à défricher. Alors, quelques questions, je vais vous en livrer peut-être 2-3, un petit paquet, puis on verra s'il nous reste du temps. On a un petit quart d'heure devant nous. Alors, des interrogations sur le lien avec la culture. Sylvie nous dit sur Facebook, tout ceci est vrai avec le dehors naturel, mais il y a incluez-vous le dehors culturel, l'école religieuse, le patrimoine. Des liens aussi à faire peut-être avec une première étape qui pourrait aller vers la végétalisation des cours de récréation. Est-ce qu'on pourrait repenser les cours d'école pour les végétaliser? Voilà, construire des jardins, des potagers, des mini-forêts, pourquoi pas dans nos cours de récréation. Voilà, donc des pistes sur la végétalisation. Et puis, ça fait le lien. Julie sur Facebook nous dit j'enseigne en milieu urbain et cela nécessite des déplacements pour nous retrouver hors du béton. Quels conseils me donneriez-vous pour que je me lance? Voilà, première. Tout à fait. Donc, je vais peut-être commencer avec les premières questions. Enseignement dans les lieux culturels ou proches de l'école. Enseigner dehors ne veut pas forcément dire enseigner en nature déjà. Donc, le dehors, ça peut être la cour d'école. C'est ça. C'est vrai que depuis quelques années, les outils pour reverdir les cours d'école se multiplient. Alors, c'est vraiment un peu un trend qui se fait de se dire, mais voilà, ben, on n'a pas un parc proche, une forêt proche, mais on travaille avec la cour d'école. Hein. On va changer notre cours d'école. Enseigner dehors, ça peut se faire aussi dans la rue du quartier, dans le quartier. On peut, surtout pour la géographie, l'histoire, ça se travaille très très bien juste en environnement culturel proche de l'école. Les mathématiques d'ailleurs aussi, hein, estimer des hauteurs de bâtiments, chercher des angles droits dehors. C'est pas nécessaire d'aller dans un parc ou dans une forêt. Il y a des écoles qui sortent aussi sur des terrains communaux, en fait, genre prairies ou vergers, jardins qui sont mis à disposition. Donc là, de nouveau, pas nécessaire d'aller très, très loin. Et puis, mon constat, c'est plutôt essayer de rester proche de l'école. Comme ça, vous allez plus fréquemment et ça vous demande beaucoup moins d'organisation pour enseigner dehors. Merci Sarah. Alors, d'autres séries de questions peut-être qui vont nous amener vers des réflexions plus philosophiques. Marc nous fait la remarque suivante. Les 4 soft skills fondamentales, hein, que vous avez évoquées, les 4 C, communication, créativité, etc., sont-elles celles du XXIe siècle ou celles nécessaires à l'humain pour se construire et faire vivre une société humaniste en constant progrès humain et social, et cela de tout temps? Une question aussi, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que l'école dehors serait peut-être plus inclusive. Alors Lydie nous demande, quid des élèves en situation de handicap moteur qui sont en fauteuil roulant, en difficulté de marche, etc. Et puis une dernière question de Marie, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, l'alliance avec les parents. Donc les équipes ne devraient-elles pas construire des projets locaux en faisant des parents qui sont des citoyens, des citoyennes, des alliés et des partenaires,
pour travailler l'éducation au développement durable à travers les problématiques aussi que pose par exemple le temps de restauration scolaire, le bâti scolaire, la santé, etc. Ok, mais une après l'autre. Les 4 C, d'abord, euh, c'est vrai, ces 4 C ne sont pas forcément développés pour avoir une société plus humaniste sur le monde. Ça, c'est vraiment des capacités qui étaient développées par les économistes pour dire, mais comment on peut rester compétitif sur un marché de travail. Après, la question beaucoup plus intéressante, c'est d'aller sur les compétences clés pour justement mieux vivre ensemble. Et là, il y en a d'autres qui vont se rajouter. Ça, c'est clair qu'il y en a d'autres qu'on doit prendre en plus, mais ça va remplir une heure de discussion, je crois encore, si je parlerai sur tout ça. Et c'est vrai aussi que ces 4 C, c'était apparemment des compétences qui ne sont pas que actuelles maintenant, mais qui étaient aussi actuelles déjà il y a quelques siècles, quelques dizaines d'années. Donc, on peut se baser, on peut, à travers des cultures des temps, sur ces 4 C. Mais il faut en rajouter, notamment 2 C. Un C que je trouve important, c'est la confiance en soi, en l'autre, en autrui aussi. Et la deuxième, c'est la conscience de soi-même, la conscience aussi de sa relation avec les autres et puis avec l'environnement. Je vais m'arrêter là pour cette question. Il y avait la question avec les parents, impliquer les parents. Ça, je trouve une très, très bonne piste. Qu'il y a plus, en général, de collaboration entre les enseignants et les parents pour tout projet d'école et des projets citoyens. Puis, deuxième question, il faut que vous me répétiez parce que je l'ai oublié. Alors, il y avait une question sur la situation des élèves en handicap. Oui. Oui. Alors ça, c'est possible aussi. J'ai dans mes formations aussi des gens qui travaillent avec des adolescents, des enfants qui sont en handicap physique. Là, le choix du lieu, il est encore plus primordial. Donc, il doit être, les chemins doivent être axés chaises roulantes. On doit se poser la question des toilettes parfois aussi. Eux, ils vont plutôt dans des parcs à proximité où ils font plutôt genre promenade dehors que d'aller sur un lieu fixe avec les personnes handicapées physiquement. Mais ça ne devrait pas être un frein pour ne pas aller dehors. Très bien. Alors, j'avais une dernière question d'internaute, puis j'ai une petite question de syndicaliste peut-être pour conclure. Alors, la question de Claudine, elle fait référence aux difficultés actuelles avec la mise en œuvre de protocoles sanitaires et puis en France aussi liés au contexte terroriste qui donc ont fait que beaucoup d'interdictions, plutôt que de responsabilisation finalement, pèse sur les équipes enseignantes en matière de droit de sortie. Voilà, donc comment peut-être rendre possible l'école dehors malgré ce contexte qui parfois met des bâtons dans les roues, des bâtons réglementaires dans les roues pédagogiques des enseignants. Oui. Puis, la question que j'avais envie de poser, moi, c'est que face à un ministère qui est quand même dans la préoccupation première et l'encadrement des pratiques enseignantes, est-ce que l'école dehors, ça pourrait participer d'une reprise en main du métier, d'un plein exercice de la liberté pédagogique voilà. Est-ce que ça peut être une piste pour desserrer un petit peu l'étau qui pèse aujourd'hui sur les pratiques enseignantes dans notre pays? Alors, dans tous les cas, pour la deuxième question, dans tous les cas, les enseignants témoignent aussi que voilà, déjà le changement de posture qui forcément doit se faire quand on est dehors, ça permet souvent plus de liberté à l'enseignant, mais aussi à l'enfant d'être actif, d'acquérir de l'autonomie aussi. Et après, pour les contraintes, il y a toujours un peu un double tranchant. Cette année, il y avait ce mot dans les protocoles sanitaires du ministère de l'Éducation aussi, quoique les classes en plein air, c'est une pratique qui est encouragée. Donc là, on a eu ce mot que, voilà, vous avez le droit d'aller dehors, surtout dans ce contexte sanitaire où il faut garder des distances physiques. Il faut pas, si on touche à du matériel, il faut désinfecter. Bon, en nature, il y a plein de matériel, donc on a un peu moins
ce problème. Néanmoins, en fait, il y a cet encouragement d'un côté et aussi beaucoup d'enseignants qui se sont lancés, mais aussi suite à trop peu de locaux et trop serrés à l'intérieur pour faire l'école du dehors. Malgré tout ça, il y a toujours les obstacles qui sont là par rapport à la réglementation, mais on constate depuis ce printemps vraiment un grand intérêt, mais à partir des médias déjà, et beaucoup de l'enseignant qui se sont lancés, qui cherchent de se former. Je crois qu'il y a vraiment aussi en France maintenant un changement qui se fait, un intérêt qui croît et puis des possibilités qui grandissent pour faire la classe dehors. On est un peu sur cette vague maintenant aussi, comme les pays plutôt anglo-saxons ou du Nord, sur laquelle ils nagent déjà depuis un moment. Très bien, merci Sarah Bocquet. En tout cas, voilà, c'était intéressant qu'on puisse faire un petit bilan sur les bienfaits présumés de l'école dehors pour les élèves, mais aussi pour les enseignants qui mettent en place, qui s'engagent dans ces dispositifs. Et puis, ça participe de la curiosité intellectuelle que le SNUPP cherche à entretenir dans la profession en lien avec la recherche. Et puis, avec la préoccupation qui est aussi la nôtre en tant qu'organisation syndicale, de s'engager pour les combats en faveur de la transition écologique. Je vous remercie encore beaucoup pour votre intervention. On est tous dans les temps. Je vais céder la parole à Cognac Jay, Julien, qui va nous annoncer la suite du programme. Voilà, encore merci à toutes et tous et à Sarah Bocquet pour son intervention. À bientôt. Oui, merci Sarah, merci Franck. En effet, je suis un peu plus proche de Cognac Jay que toi, qui est à l'autre bout de la France. Du coup, nous allons nous retrouver. Nous allons nous retrouver cet après-midi il y a un trou dans la raquette. Pardon, à 14h, à 2h moins 10 pour une intervention de Nathalie Mons sur numérique et apprentissage scolaire, suivie d'une intervention de Nico Hirt sur la situation internationale, table ronde voilà, sur l'école à l'international. Deuxième partie d'après-midi avec Joël Magard-Brenner, éducation à l'égalité de genre. Donc, du coup, voilà le programme de l'après-midi. Mais du coup, prochaine conférence, rendez-vous à 14h avec Nathalie Mons et Nico Hirt.